Alors on a tous déjà eu ce type de journée bien remplie, si remplie qu'on arrive à réaliser tout ce qu'on avait prévu de faire, et même davantage. J'ai demandé à ceux qui ont connu ce type de journée et qui en ont retiré une certaine satisfaction de bien vouloir lever la main. C'est cool comme sentiment, non ? Et inversement, qui a déjà eu ce type de journée absolument affreuse, où rien ne va, rien ne marche comme prévu, on n'arrive pas à mener à bien la moindre petite action, et à la fin de la journée, on rentre chez soi en se disant « j'aurais mieux fait de ne pas me lever ». Alors il y a beaucoup plus de mains levées, vous êtes modestes. Alors pourquoi sommes-nous si fiers de nous quand on arrive à insérer davantage de rendez-vous dans des agendas déjà surchargés et qu'on arrive à battre le record du monde de repassage de chemise dans la même journée ? C'est pas une question de survie, on n'en est plus là. C'est pas non plus une question de reconnaissance, parce que la plupart du temps, personne ne nous voit atteindre nos objectifs, nos petits objectifs. Et pourtant, c'est dans nos gènes à tous, on est comme ça, dans nos gènes. Eh bien, peut-être pas. Peut-être que cette volonté de toujours faire plus et toujours faire mieux, elle n'est peut-être pas si instinctive et naturelle que ça. Moi, j'essaie de vous démontrer dans les 15 minutes qui suivent que la productivité, parce que c'est de ça dont on parle, eh bien, c'est un réflexe, un conditionnement, un comportement que l'homme s'est inculqué pendant des années, des millénaires. Mais avant ça, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que c'est vrai que si on regarde à travers les âges, vous ne pourrez pas voir grand-chose, mais moi je le vois, la productivité des hommes et la croissance économique, elles sont concomitantes. Après tout, leurs logiques sont proches. Elles mesurent toutes deux une production ou un revenu. Il y a ça quelques années, on était un tout petit peu avant l'Antiquité, nos ancêtres, après des années et des années, des millénaires d'errance, finissent par se sédentariser. Alors du jour au lendemain, ces nomades qu'ils ne sont plus simplement tributaires des territoires qu'ils traversent, mais s'approprient l'environnement qu'ils colonisent. Alors, ils instaurent un quotidien, leurs activités commencent à devenir répétitives, elles deviennent juste assez répétitives pour pouvoir installer une certaine stabilité qui leur permet de s'organiser. Donc ils s'organisent. Et ils inventent la division du travail. Donc ça veut dire qu'ils se répartissent les tâches au sein de la communauté comme on se répartirait les postes dans une équipe de foot. Certains deviennent chasseurs, d'autres pêcheurs, d'autres encore bûcherons ou bien militaires. Après des années et des années, des millénaires, où nous n'avons connu que la débrouille, il fallait savoir marcher, courir, grimper aux arbres, connaître les animaux pour ne pas finir dans un estomac, les baies, les herbes, pour ne pas finir intoxiqué, voilà qu'on accepte de déléguer une partie de ces bonnes pratiques de la subsistance, de ces responsabilités de notre existence à la communauté. Et voilà qu'on s'aperçoit qu'en fait, en se répartissant les tâches, eh bien, on fait mieux et on fait plus. Alors, tout ce petit monde, les pêcheurs, les chasseurs, etc., tout ce petit monde évolue en parfaite cohérence parce que la productivité ou l'efficacité des uns bénéficie aux autres au travers des échanges commerciaux. Ma surproduction, je te la cède ou te l'échange contre ta propre surproduction. Alors, la productivité naît, la croissance aussi, à peine au-dessus de 0% par an, mais l'homme a choisi sa route, celle de la productivité. Et c'est un choix. On s'est convenu du nomadisme pendant près de 2 millions d'années. La seule limite à ce système de la productivité, et c'est pour ça qu'on reste aux alentours de 0% de croissance par an, c'est l'énergie humaine. Qu'à cela ne tienne, quelques révolutions industrielles plus tard, après avoir découvert et asservi de nouvelles sources d'énergie, la vapeur, l'électricité, le carburant, la production est décuplée. Le résultat, c'est que pendant 200 ans, de 1800 aux années 2000, la croissance explose. Et jusqu'aux années, à partir de 1975, où elle s'infléchit. Alors qu'est-ce qui se passe en 1975 pour que la productivité s'infléchisse ? Nous sommes au paroxysme de la productivité. On a inventé le taylorisme, le fordisme, le lean manufacturing. On produit avec des robots. On ne communique plus que par email et la plupart de nos processus en entreprise sont supportés par des applicatifs surpuissants. Et pourtant, la conséquence, le constat, c'est que la croissance économique, elle s'infléchit, elle décélère. Le constat, c'est que la productivité,
n'est plus le moteur de la croissance. Et si la productivité n'est plus le moteur de la croissance économique, on est en droit de se poser une nouvelle question. Est-ce qu'elle ne lui est pas toxique? Est-ce qu'elle ne serait pas le poison de notre économie? Alors, on va peut-être revenir un petit peu en arrière avant d'aller plus loin et se poser la question, se rappeler un peu ce que c'est que la productivité. Je vous promets, c'est la dernière équation que vous verrez ce soir, mais vous la verrez 2 fois. La productivité, c'est un rapport, une bête division entre des quantités qu'on produit et des ressources qu'on consomme, du travail, des fonds qu'on investit dans une entreprise. À partir de là, le mécanisme, il est simplissime. Si vous voulez augmenter votre productivité, il suffit d'augmenter votre production, de réduire les coûts. Alors, augmenter votre production, il vous faut réunir 2 conditions. La première, c'est d'avoir une demande suffisamment stable et prévisible pour pouvoir vendre les produits que vous produisez en plus de ce que vous produisez d'habitude. Sinon, vous allez faire du stock. La deuxième, c'est d'avoir des fonds pour pouvoir investir dans de nouvelles capacités de production. Et ça demande aussi une certaine stabilité dans la demande, parce que sinon, vous ne pourrez pas aller rembourser vos investissements. Et réduire les coûts, finalement, c'est pas tellement plus compliqué. Il suffit de faire ce qu'on fait depuis 14 000 ans. On divise le travail à nouveau. Et diviser le travail aujourd'hui, ça veut dire tout simplement spécialiser de plus en plus, concentrer des opérateurs, des services, pourquoi pas des boîtes complètes sur un périmètre de tâches de plus en plus restreint et de plus en plus répétitif. Bon. Mais la division du travail, finalement, elle est très très liée à la production. Elle n'a de sens que si l'activité est suffisamment stable pour pouvoir justifier de micro-spécialiser vos opérateurs. Elle n'a de sens que si la demande permet de concrétiser le gain d'efficacité. Donc, je vais vous donner un exemple, celui d'un boulanger qui oublierait du jour au lendemain toutes ses recettes pour se consacrer au pain au raisin. Alors, notre boulanger deviendrait super efficace et immensément riche dans la mesure où ses clients n'achèteraient plus que des pains au raisin. Mais si la clientèle change de goût et demande des pains au chocolat, le système s'écroule. Donc finalement, que vous souhaitiez augmenter la production ou réduire les coûts, c'est la même chose. Vous avez besoin de 2 choses, d'investir, de grossir finalement, et puis de stabilité. La stabilité. Peut-on parler encore de stabilité aujourd'hui? Peut-on parler de stabilité des ressources, alors même que certaines matières qui font office de commodité aujourd'hui vont disparaître d'ici 2030 ou 2050? Peut-on parler de stabilité dans un contexte de dégradation confirmée de l'environnement, alors même que les compagnies d'assurance enregistrent de plus en plus de sinistres naturels chaque année? Peut-on parler de stabilité dans un monde où les conflits persistent et prennent des formes de plus en plus sournoises et surprenantes? Terrorisme, attaques informatiques, toutes les régions du monde sont concernées, toutes les sociétés sont déstabilisées. Stabilité économique, les crises, elles semblent se succéder. Crise des subprimes en 2008, crise de la dette quelques années plus tard. Et d'abord, quel est le point commun à toutes ces crises, quelle que soit l'origine? C'est le décrochage de la demande, la volatilité. Une grosse entreprise ultra productive, ultra intégrée, verticalisée, elle ne vacille pas parce que quelque part sur la planète, une bulle spéculative s'effondre. Non, elle vacille parce que du jour au lendemain, plus personne n'achète ses produits. Elle vacille parce que la productivité a rendu nos entreprises, a incité nos entreprises à investir toujours plus dans des capacités de production qui soudainement ne servent plus à rien et ne peuvent plus être remboursées. Donc, dans ce contexte un peu nouveau, dans un monde de plus en plus incertain et de plus en plus difficile à prévoir, est-ce que le modèle de la productivité peut encore fonctionner? Dans un monde de plus en plus incertain, est-ce que le modèle de l'entreprise à 5 000, 13 000, 20 000, 30 000, 150 000 employés est encore compatible? Non, il n'est pas compatible. Donc on a un nouveau problème. Comment rester compétitif dans un monde qui n'est plus régi par les lois de la productivité? La solution est celle-ci. Il faut déconstruire la productivité en entreprise et il faut s'engager sur un nouveau chemin, celui de l'improductivité.
Alors ça se fait, voilà, ça se fait en 3 temps. C'est un chemin en 3 temps. Le premier d'entre eux, eh bien, c'est l'innovation. Alors, il ne s'agit pas de maîtriser les dernières technologies, quoique ça peut aider, les dernières matières de dernière génération, mais il s'agit de devancer dans la rupture, de disrupter avant de se retrouver disrupté soi-même. L'innovation aujourd'hui, c'est plus un groupe de scientifiques qui tournent en rond dans un laboratoire avec un budget infini. L'innovation aujourd'hui, c'est un cap, une stratégie qui tire toute l'entreprise. Et le point de départ, il est simple, c'est un portefeuille que l'on équilibre avec 2 types de projets. Des projets d'innovation incrémentale qui permettent à l'entreprise de renouveler son offre sur des marchés déjà existants, une nouvelle couleur pour un vêtement ou une nouvelle génération pour un téléphone. Et puis des projets d'innovation radicale qui ont pour ambition de déstabiliser des marchés existants et d'en faire émerger de nouveaux. Eh bien, c'est l'exemple de Blablacar qui a structuré le marché du covoiturage en France. Et puis c'est tous ces exemples de créateurs de désintermédiation et d'alternatives que sont Waze, que sont par exemple Kickstarter. Mais l'innovation, c'est pas l'apanage de petites boîtes peu formatées que sont ces startups, mais ça présuppose de mettre en place un certain nombre de mécaniques dont je vais vous parler immédiatement. Alors la première d'entre elles, et c'est aussi notre deuxième étape vers l'improductivité, si vous me suivez, c'est l'agilité. L'agilité, c'est la capacité pour une entreprise de mettre sur le bon marché, au bon moment, le bon produit. Donc c'est la capacité d'arriver avant les autres, avant sa concurrence, avec un produit ou un service innovant, et d'exploiter la demande là où elle est, quand elle existe, parce que celle-ci est éphémère, celle-ci est volatile. Alors comment elle fait l'entreprise agile ? Enfin, comment elle fait l'entreprise pour devenir agile ? Eh bien, elle positionne ou elle repositionne le consommateur au centre de son système. Elle va développer des versions tout juste abouties, mais suffisantes, de ses produits, de ses services, et va les tester avec le client, directement, pour prendre une décision cruciale, plus rapidement que les autres, celle de persévérer avec un produit, éventuellement d'ajuster le tir, complètement d'arrêter un projet qui n'est pas porteur. C'est une entreprise qui reconnaît le caractère éphémère de la demande et qui est perméable au client. Et ça s'organise en entreprise. Alors, les entreprises productivistes qu'on connaît tous, qu'on connaît très très bien, qui sont celles qu'on a aujourd'hui, elles sont en train, là maintenant, à l'heure où on parle, de créer des systèmes extrêmement complexes pour venir croiser des données dans tous les sens, analyser des ventes passées et tenter de dessiner des projections sur le futur. Eh bien, l'entreprise agile, elle fait pas ça. L'entreprise agile, elle se contente d'exploiter la proximité qu'elle a avec le client. Et elle, dans les faits, elle va donner le contrôle de son système, de sa chaîne d'approvisionnement, à ceux qui sont en contact direct avec le client. Des commerciaux itinérants, par exemple, ou alors le client lui-même. Et elle se rapproche encore plus du client en allant produire directement à sa porte, en local. Et en faisant ça, eh bien, elle supprime toutes les étapes intermédiaires de prise de commande, de planification, d'ordonnancement, de dispatch, de business analysis. Plus besoin de tout ça. Peut-être qu'un jour, elle arrivera même à confier au client jusqu'à sa production. On a vu 2 talks, on a vu notamment 2 talks, un sur la production additive, l'impression 3D, et un autre sur les objets connectés. Voici une application, l'entreprise agile. Alors, l'agilité, finalement, c'est quoi ? C'est une entreprise qui se recentre sur le client et qui limite ses activités au minimum nécessaire, mais le minimum nécessaire, c'est faire moins. Et faire moins, c'est faire mieux pour le client, mais c'est accepter de ne plus tout maîtriser dans l'entreprise. Et ça plaît pas à nos boîtes. Et bien pourtant, dans un monde incertain, il va bien falloir en prendre des risques. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réduire son exposition au risque d'une façon très simple, c'est en limitant sa dépendance à des ressources qui pourraient disparaître en cas de crise. La mauvaise nouvelle, c'est que
pour limiter sa dépendance, contrairement à la vie de tous les jours, en entreprise, il faut accepter de perdre le contrôle. Prenons un exemple tout simple. Ne plus dépendre de ses ressources financières. Eh bien, c'est accepter de ne plus investir. Révolution pour l'entreprise, ne plus investir. C'est accepter d'externaliser une partie de ses opérations. Accepter de ne plus contrôler ses produits, ou plutôt de ne plus dépendre de sa propre production. Eh bien, c'est accepter de vendre moins de produits. Et c'est concevoir le fait d'en produire moins. Et pourtant, moins de production, moins d'investissement, moins de dettes, moins de risques. Mais le plus dur, le plus inconcevable pour une entreprise aujourd'hui, c'est d'accepter de ne plus contrôler son organisation, ses salariés. Donc c'est supprimer les procédures, l'organigramme, les indicateurs de performance, pour tendre vers un modèle de travail réunifié et indivisé. Ce modèle de travail sans métier, ni organigramme, ni hiérarchie, eh bien c'est le plus malléable d'entre tous. L'entreprise devient résiliente, et c'était la troisième et ultime étape vers la productivité. Mais l'étape la plus dure à franchir. Alors on l'a vu, c'est un chemin qui est très long. Et moi, de ce talk, parce qu'on arrive à la fin, j'aimerais que vous retiriez deux choses, deux idées fortes. La première, c'est que l'improductivité, ça n'est pas simplement et bêtement le contraire de la productivité, mais c'est un relais de croissance économique. La seconde, et j'insiste là-dessus, c'est que la marche à gravir est très grande, parce qu'il faut détricoter tous les mécanismes productivistes en entreprise. Et moi, j'ai besoin de vous ce soir, investisseurs, chercheurs, enseignants, étudiants, donc futurs décideurs en entreprise, chefs d'entreprise, pour faire essaimer l'idée dans vos entreprises, eh bien qu'il existe d'autres parcours, d'autres chemins que la productivité, car celui-ci est toxique. Et puis, pour démarrer une réflexion de fond sur la structure de nos entreprises, avant que la prochaine crise ne fragilise irrévocablement notre économie. Merci. Merci beaucoup, David.